Bon, alors, si vous permettez, nous allons commencer. Bonjour à tous et toutes. Alors, au nom du Centre de recherche sur les innovations sociales, le CRIS, le groupe de recherche et d'intervention régionale, le GRIR, le laboratoire d'expérimentation multidisciplinaire en gestion de projet, le LEMGP, et l'Institut de la co-construction, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Je me présente, Sabrina Tremblay, je suis professeure au département des sciences humaines et sociales à l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, c'est moi qui vais faire l'animation pour cette conférence. Petit rappel au niveau de la durée du séminaire, et nous avons environ 2 heures. Donc, de 10 heures jusqu'à midi pour ce séminaire-là. La conférence de M. Foudria aura une durée d'environ 45 minutes et nous aurons une période de questions d'environ 60 minutes. Alors, avant de laisser la parole à M. Foudria, j'aimerais vous le présenter. Alors, M. Foudria est sociologue, enseignant à l'Université Paris-Est-Créteil et il est également consultant. Il enseigne la sociologie des organisations dans différents centres de formation de travailleurs sociaux et de cadres. Il participe à la formation des directions d'établissements sociaux et médico-sociaux. Il a également mené de nombreuses interventions et recherches-actions dans des entreprises, des collectivités territoriales et des établissements et des services sociaux et médico-sociaux. Alors, avant aussi de céder la parole, je voudrais juste vous présenter 2 plus récents ouvrages de M. Foudria qui pourraient vous intéresser suite à cette conférence. Le premier qui est la co-construction, une alternative managériale. Je l'ai manqué, je savais que j'allais le manquer, qui est probablement en fait l'essentiel de toutes les recherches et fait qu'il a pu voir sur le terrain. Et son plus récent ouvrage avec un collègue ici de l'UQAC, Christophe Léry, Vocabulaire de la co-construction. Les liens sont dans le chat si ça vous intéresse. Alors, tous les termes reliés finalement à la co-construction. Alors, je laisse à ce moment la parole à notre invité tout spécial, M. Foudria. Monsieur Foudria, la parole est à vous. Merci Sabrina. Je vais faire le partage d'écran. Non, c'est ça, c'est moi qui va gérer de mon côté. Alors, vous me direz que je peux passer à la diapositive suivante. D'accord. Bon, donc, on y va. Alors, d'abord, je vais remercier Sabrina, je vais remercier Mélanie et puis l'équipe du CRIS pour m'avoir invité. Donc, peut-être une rectification sur effectivement la présentation que Sabrina a fait de moi. J'ai été enseignant. Je suis maintenant un peu à la retraite depuis quelque temps, ce qui ne m'empêche pas d'être actif néanmoins. Et je voudrais rappeler que finalement, ce qui m'a caractérisé, ou ce qui me caractérise, c'est une définition en termes d'hybride ou de métis, puisque j'ai à la fois été enseignant en formation initiale auprès de jeunes étudiants, mais aussi en formation continue auprès d'adultes qui reviennent à l'université, et puis donc à la fois enseignant-chercheur, mais aussi consultant, donc avec une variation effectivement très importante des expériences qui fait que j'essaye d'avoir une traduction possible dans différents champs. Je fais un signe pour la... S'il vous plaît. Donc, je vais proposer une communication en 7 points sur effectivement l'ensemble du travail. C'est une partie, c'est toujours très difficile de savoir qu'est-ce qu'on présente et comment on le présente. Donc, j'ai choisi de proposer une réflexion sur la théorisation, sur la co-construction, mais aussi sur des questions praxéologiques. Donc, d'abord, essayer d'avoir un repère sur ce travail de réflexion, puis revenir malgré tout sur la définition par rapport à laquelle je me situe et par rapport à laquelle se situe cette réflexion continue depuis quelques années et qui montre que cette définition introduit une rupture avec le paradigme participatif. Pour aborder en 3e point tous les problèmes praxéologiques, c'est-à-dire en fait tous ceux qui sont considérés comme communs à tous les processus de construction, pour en prendre un. Alors évidemment, c'est le premier. C'est parmi tous le processus d'expression des points de vue, des réflexions et des argumentations. C'est le premier problème théorique, c'est le premier problème praxéologique et il me semble qu'on peut y réfléchir. Donc, je vais effectivement dans le point 5
faire un développement sur cette question. Et dans le point 6, essayer de réfléchir sur des repères, sur un fondement possible pour une théorisation de la facilitation de la co-construction à partir de la théorie de la cognition située ou distribuée qui nous permet de réfléchir sur des artefacts cognitifs. Et puis, je terminerai par une conclusion rapide. Donc, le premier point, repères sur le travail de réflexion et théorisation. Donc, les raisons de la réflexion, finalement, sur les dimensions praxéologiques et théoriques et méthodologiques de la co-construction, elles sont liées finalement à des constats récurrents depuis pas mal d'années. Il y a beaucoup de démarches, de plus en plus de démarches se référant à la co-construction, mais qui sont non génératrices de réelle co-construction. Alors, c'est plutôt des consultations ou des concertations que l'on voit apparaître, mais les discours aujourd'hui sont très nombreux. Alors, il y avait évidemment une citation de Madeleine Akish qui disait que finalement, avant 2003, ça n'apparaissait que très, très peu. Et puis, à partir de 2010-2015, ça apparaît quotidiennement des dizaines et des centaines de fois. Donc, aujourd'hui, il y a une pléthore et finalement, tous les discours, y compris les discours politiques, introduisent le terme de co-construction. On pourrait dire qu'il y a une inflation et puis c'est sans doute galvaudé. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une insuffisance de références théoriques et praxéologiques. Bien sûr qu'il y a des guides méthodologiques qui sont plutôt centrés sur les principes généraux. Ce sont des guides qui sont liés à des collectivités territoriales ou bien à certains consultants. Ce n'est pas forcément développé, ce n'est pas forcément accessible. Oui. Donc, comment la théorisation s'est faite? Comment ma réflexion s'est développée? En fait, elle s'est développée parce qu'il me semblait qu'il fallait croiser plusieurs choses, à la fois des observations sur des interventions que j'ai pu faire ou sur des dispositifs de co-construction que j'ai pu observer, mais aussi d'avoir des analyses critiques de récits qui sont relatifs à des démarches de co-construction et qui existent finalement. Il y a des articles maintenant qui sont parus, donc sur lesquels on peut travailler. Et puis, à partir des questions qui sont posées sur les interventions ou sur les analyses de ces dispositifs, de voir quels sont les articles académiques qui peuvent apporter des réflexions particulières sur certains points, sur certaines des phases des processus. Donc, évidemment, ceci a donné lieu au livre que vous avez rappelé, Sabrina. Donc, depuis... Alors, quand je dis un objectif de théorisation depuis 2015, ça correspond à ce contexte que j'évoquais tout à l'heure, mais j'ai commencé cette réflexion bien avant, à partir effectivement de mon implication en tant que sociologue des organisations quand j'intervenais dans les systèmes d'action. Donc, il y a 3 livres qui sont parus, le premier en 2016, alors qui n'ont pas des objectifs identiques, bien sûr. Le premier, c'est évidemment une généralité sur finalement le concept, c'est une clarification, c'est aussi une différenciation avec les concepts voisins. Bon, c'est un peu un point d'étape sur toutes les problématiques théoriques qu'on peut juger incontournables. Et puis, il y a sur la question française une analyse de la réception sociale de cette problématique de la co-construction dans le champ social et médico-social, puisqu'effectivement, c'était apparu de façon très massive. Mais il y a évidemment d'autres champs, mais ces autres champs, je ne les ai pas suffisamment étudiés. En tout cas, ils ne sont pas dans ce livre-là. Et dans ce premier livre, il y a 2 chapitres seulement qui sont consacrés à des propositions sur des conditions nécessaires à la construction. Donc, c'est un peu déjà des aspects méthodologiques. Et finalement, ce livre a été réédité en 2019, mais il me semblait que c'était insuffisant et qu'il fallait passer un peu plus loin avec d'autres observations pour essayer de voir un petit peu ce que pouvait être la question pratique. Donc, qu'est-ce que c'était que la co-construction en NAC? Est-ce que ça aboutit à réfléchir sur la facilitation de la co-construction? Donc, il y a un ouvrage qui paraît en 2021. Donc, c'est un ensemble de propositions praxéologiques. Et puis, bien sûr, parallèlement à cet ouvrage, il y a ce qu'avait rappelé Sabrina, un travail qui a été fait en collaboration avec le MGP et Christophe Léry, et puis d'autres chercheurs québécois et des chercheurs français, donc sur le vocabulaire qui a effectivement pour but
de créer finalement un premier langage, un premier ensemble de concepts clés, enfin en tout cas qui nous semblent clés et qui permettent de défendre une certaine conception de la co-construction. Donc maintenant, revenons évidemment sur le point de départ. Donc la réflexion sur la co-construction s'est faite à partir d'une définition particulière, oui. Et cette définition a été élaborée à partir de toutes les caractéristiques qu'on peut être identifiées et considérées par tous les acteurs et les chercheurs comme effectivement constitutives des processus de construction. Alors voilà une définition qui est maintenant reconnue et partagée, c'est celle du premier livre de 2016, un processus par lequel des acteurs différents expriment et confrontent leurs différents points de vue, s'engagent dans une transformation de ceux-ci et s'accordent sur des traductions qu'ils ne perçoivent plus comme incompatibles. Donc ça, c'est une définition importante. Et du même coup, si on a cette définition-là, voilà ce que ça a comme conséquence. C'est-à-dire que le processus, à quoi il aboutit? Il aboutit toujours à une production concrète, artefactuelle et identifiable. Un texte, un objet, une image, un bâtiment, un paysage, etc. Mais comme effectivement il y a à la fois de l'expression et puis un débat pour effectivement arriver à avoir un point de vue partagé en tout cas, donc cela suppose des échanges, donc des délibérations entre les acteurs parties prenantes et ça implique que ces acteurs-là arrivent à aboutir à un compromis, à un accord. Donc c'est cette reconnaissance de l'accord qui va fonder la co-construction. Et derrière effectivement ces éléments-là, on a évidemment tous les problèmes. Donc, si maintenant je reprends, en résumé, la co-construction, il faudrait la considérer comme à la fois un processus délibératif, il y a une pluralité de points de vue, et cette pluralité de points de vue, au départ, elle introduit une nécessaire conflictualité, parce que c'est irréductible. Il n'y a pas de consensus au départ, et donc la délibération ne fera pas disparaître la conflictualité ou les différences, mais elle permettra d'aboutir à finalement un accord. Donc, c'est-à-dire un point de vue que l'ensemble des acteurs ou le maximum d'entre eux peuvent accepter de considérer comme partageable, c'est-à-dire un compromis acceptable, en tout cas au moins momentanément. Donc, il faut, je pense, être très prudent parce que ce qui a constitué un accord à un moment donné peut ne pas l'être plus tard. Donc, ce point-là est important parce que cela veut dire que dans la conception de la co-construction que je défends et que défend aussi Yves Vaillancourt de façon très nette, c'est que le processus décisionnel est considéré ou doit être considéré comme partie intégrante du processus de co-construction, alors qu'il n'est pas toujours considéré comme tel pour la participation. Donc là, du même coup, nous pourrions évidemment différencier en fonction de la place du processus décisionnel dans les démarches. Alors, on pourrait regarder évidemment des exemples très concrets au niveau de l'action publique, l'action sociale, le développement, le changement organisationnel, etc. Donc là, on voit bien qu'il y a des actions très différenciées. Maintenant, je vais aborder la question des problèmes praxéologiques, c'est-à-dire ceux qui peuvent être considérés comme communs à tous les processus de co-construction. Donc, il y en a peut-être beaucoup plus, mais en tout cas, en voici quatre finalités qui sont poursuivies par tout processus à partir de la définition proposée. Engager une réflexivité collective autour d'un ensemble de points de vue, donc c'est la question de la délibération, mais c'est un ensemble de points de vue suffisamment représentatif de la diversité des points de vue des acteurs parties prenantes. On n'est pas dans l'en-soi, donc la question va se poser, c'est comment trouver cette diversité. Et à partir de là, se pose la question très concrète, comment engager l'ensemble des acteurs parties prenantes à ce qu'ils participent à ces processus délibératifs et qu'ils contribuent à ces délibérations. Il ne s'agit pas qu'ils soient présents, il s'agit aussi qu'ils soient acteurs des délibérations. Donc ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, c'est de rendre possible la convergence des acteurs autour d'apprentissage pour que les uns comme les autres arrivent à transformer leur représentation, leur définition de la réalité, en tout cas les points de vue initiaux, pour tendre vers effectivement un point de vue plus convergent entre eux, avec évidemment des apprentissages qui seront différents selon les uns et selon les autres, ce qui implique une temporalité complexe à aborder.
Le troisième point, c'est de faire reconnaître par tous les acteurs la définition d'un point de vue qui soit jugé acceptable. Donc, c'est qu'est-ce que c'est que la construction de cet accord ou de ce compromis? Autrement dit, il va falloir réfléchir certainement sur la notion d'acteur collectif pour essayer de saisir ce processus de la reconnaissance de ce point partageable. Et puis, obtenir la légitimité ou l'acceptabilité de cette définition, c'est le dernier point sans doute important. Donc ça, c'est plutôt, j'allais dire, une réflexion à un niveau macro, mais les problèmes d'ordre praxéologique, ils peuvent se situer à un niveau évidemment plus micro. Donc, c'est la diapo d'après. C'est la diapo. Voilà, merci. Donc, la même chose au niveau des micro-séquences. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que ce qui me semble important, et c'est la difficulté, c'est d'avoir des échelles à la fois d'observation, des échelles d'interprétation, mais des échelles d'action qui sont différentes. On ne peut pas rester au niveau des échelles macro, puisque ça ne permettrait d'avoir que finalement des principes généraux, alors qu'en fait, on a aussi à réfléchir sur les microséquences. Alors, dans les microséquences, c'est à nouveau la même chose, c'est avoir une variété significative des points de vue différents. Et surtout, les points d'après sont les plus importants, c'est réduire les effets des inégalités des réflexions préalables. Certains, évidemment, ont réfléchi préalablement plus que d'autres. Donc, évidemment, ça va donner des écarts entre les uns et les autres. Donc, il s'agit sans doute de privilégier un temps pour transmettre à tous les acteurs des informations pour éviter des controverses. Enfin, c'est compliqué. L'expérience française sur la Convention citoyenne pour le climat a montré qu'effectivement, il y avait des apports d'informations pour tenter de réduire ces inégalités initiales. Le troisième point, c'est toujours, quelle que soit la microséquence, c'est réduire les freins à l'expression pour le plus grand nombre d'acteurs. On ne fera pas disparaître les inégalités, mais en tout cas, on peut peut-être tendre à réduire les freins. Donc ça, c'est un problème très important. Donc, ne pas avoir trop de disparité en termes de contenu, d'argumentation entre les expressions, c'est-à-dire éviter qu'il y ait des temps d'expression trop importants pour qu'à un moment donné, certains acteurs, plus que d'autres, développent des argumentations au détriment d'autres qui n'arriveraient pas à argumenter. Donc là encore, ça renvoie aux inégalités, mais ça renvoie aussi à quelque chose qui est, comment dirais-je, la difficulté d'introduire une méthode. Ne pas avoir à traiter trop d'informations, bien sûr que c'est le problème du traitement cognitif pour les uns comme pour les autres. S'il y a trop de données à un moment donné, ça va être très difficile pour construire cette transformation de son point de vue parce qu'on est étouffé par le surplus d'informations. Et puis, il s'agit de voir comment on peut mémoriser les avancées de la réflexion collective pour permettre la continuité du travail, de ce travail-là. Alors, le premier problème, c'est l'expression des points de vue. Donc, voilà un premier problème théorique et praxéologique. Donc, l'objectif praxéologique, c'est faire émerger au niveau des acteurs, parties prenantes, une variété suffisante de points de vue différents, donc que chacun s'exprime. Donc, le problème, c'est quoi? C'est comment exprimer des idées au sein d'un groupe d'acteurs, mais c'est contraint, parce qu'en fait, les propriétés dispositionnelles et contextuelles créent des inégalités entre ces acteurs et cela va avoir une incidence sur les capacités à s'exprimer. Autrement dit, l'idéal de l'expression commune n'est pas forcément atteint si on n'a pas une démarche particulière. Et donc, la piste praxéologique, c'est de trouver ou de proposer les conditions qui peuvent réduire les effets des inégalités et qui peuvent se traduire dans la définition d'un dispositif ou de certaines caractéristiques du dispositif. Alors, je vais reprendre évidemment très rapidement dans la diapo suivante. Non. Donc, pourquoi l'expression est un problème? Alors, donc là, on voit effectivement, on peut imaginer deux types de propriétés. Alors, j'ai repris évidemment les dénominations de Bernard Lahire, propriétés contextuelles, c'est-à-dire les propriétés des positions dans l'espace ou dans le système d'action, et les propriétés dispositionnelles qui concernent plutôt les personnes,
Donc, on voit effectivement différents types de propriétés. Toutes ces propriétés-là créent des inégalités. Il n'y a pas équivalence entre les uns et les autres sur aucune de ces propriétés. Donc, cela crée des asymétries, des inégalités. Alors, par exemple, dans les systèmes d'action, les dépendances sont très grandes. Donc, la diapo suivante montre… non, avant. Voilà, c'est là. La diapo suivante montre que les différents acteurs n'ont pas forcément les mêmes ressources et que selon les ressources, ils ne vont pas évidemment s'engager de la même façon ni contribuer de la même façon aux délibérations. Donc, il y a effectivement, selon la position, des degrés d'information et de connaissance sur le sujet qui sont très différents, parce qu'on peut avoir des temps préalables pour des réflexions qui ne sont pas les mêmes, selon effectivement la position occupée. Mais il y a aussi le problème de l'accessibilité à l'ensemble des informations nécessaires. Là encore, ça n'est pas partagé. Et le degré de réflexion sur le sujet n'est pas le même. Donc, que ce soit sur la possibilité d'avoir eu un temps ou sur la durée même de la réflexion préalable, on voit quantité de différences. Ce qui fait qu'au point de départ, formellement, les acteurs ne sont pas en position égalitaire pour rentrer dans un système d'échange et de délibération qui favoriserait l'émergence d'un point de vue partageable. Donc, si nous prenons au niveau des inégalités, des asymétries au niveau des délibérations, donc c'est d'une façon plus générale, on voit qu'effectivement, on retrouve là peut-être du côté à la fois des propriétés dispositionnelles, mais aussi les conséquences de certaines propriétés contextuelles. On voit que, eh bien, il y a une différenciation en termes des capacités à réagir face à des situations ambiguës, face à des situations conflictuelles, face à des situations à fort potentiel émotionnel, etc., etc. Sur les capacités à coopérer, à faire confiance, sur la capacité d'ouverture d'esprit, à explorer, la capacité de prise de risque, etc. Donc, vous voyez bien que là, il y a quantité de facteurs qui montrent effectivement la grande différence entre les uns et les autres. Ce qui amène à réfléchir sur les impératifs praxéologiques. Donc, le premier impératif, finalement, c'est avoir une variété suffisante de points de vue différents pour justement une prise en compte permettant une approche de la complexité. Alors, ça, c'est un impératif. Mais donc, quelle est la condition nécessaire? Donc, il y en a trois. À mon avis, il y a trois autour de cet impératif. Il y a trois conditions nécessaires qui sont complexes à mettre en œuvre. C'est un, rendre possible une participation dans un espace qui sera l'espace des délibérations, qu'on peut qualifier d'espace dialogique, eh bien de cet ensemble d'acteurs, d'une variété suffisante d'acteurs parties prenantes différents, d'une variété suffisante. Hein, c'est suffisant. On ne sait pas. Donc, du même coup, c'est là où c'est très difficile de savoir où va s'arrêter l'ensemble des acteurs parties prenantes et comment les définir. Mais supposons, non, on revient en arrière. Donc, rendre possible une participation. Cela veut dire qu'il va falloir réfléchir sur les formes de recrutement qui rendent cette participation possible. Donc, il y a évidemment différentes formes. Chacune de ces formes va avoir ses limites, ses avantages, etc. Et il va falloir trouver à identifier la modalité qui est en rapport avec l'échelle telle qu'on la souhaite. Donc, ça, c'était la première condition nécessaire. La deuxième condition nécessaire, c'est effectivement, maintenant que ces acteurs sont réunis dans un espace dialogique, il s'agit de rendre possible la contribution d'un maximum d'entre eux en matière d'expression de leur point de vue. On a vu le problème lié aux inégalités, aux asymétries qui faisait qu'il y avait des freins, il y avait d'énormes biais qui posaient problème et qui faisaient que l'expression au départ est nécessairement limitée, ou en tout cas à des limites. Donc, il faut trouver à la fois des conditions pour qu'ils aient intérêt à s'exprimer et trouver des conditions pour réduire les freins à cette expression. Donc, ça peut être, alors évidemment, c'est la technique,
c'est la proposition de la sociologie de la traduction, hein, c'est d'arriver à trouver une formalisation d'une question englobante, enrôlante, en cherchant à ce que cette question puisse être compréhensible par le maximum d'acteurs. Donc là, ça renvoie à des travaux qui ont été effectués dans les années 90 déjà. Et la troisième condition nécessaire, qui est très concrète, c'est rendre possible le traitement à la fois individuel et collectif de toutes les données, de toutes les informations qui sont celles des controverses, des argumentations, des réflexions, des observations des uns et des autres. Il y a évidemment différents types de registres qui vont être évoqués par les uns et par les autres. Et donc, du même coup, s'il y a trop d'informations, le traitement ne sera pas réaliste, ne sera pas possible par les uns ou par les autres. Et ça ne sera peut-être pas le même traitement. Donc, du même coup, comment gérer le temps, comment gérer l'expression des controverses pour arriver à ce qu'il soit traitable collectivement. Donc, en gros, ça serait peut-être éviter de laisser un trop grand nombre d'informations brutes sans un tri collectif, sans un traitement collectif. Cela veut dire que ça oblige à introduire les ponctuations, les microséquences. Donc, ça oblige à réfléchir sur une temporalité ou des micro-temporalités à l'intérieur du processus. Donc, ça oblige à définir un dispositif de façon assez fine. Donc maintenant, essayons de voir comment on peut fonder une théorisation de la facilitation de la co-construction. Oui. Donc là, c'était de dire que c'est en partant de l'action située et de la cognition distribuée, de ces théories qui apparaissent finalement dans les années 90, 87, 90 dans le monde anglo-saxon, qui paraissent finalement plus tardivement en France, à la fois par le biais de quelques articles, puis par quelques livres qui sortent à partir des années 2005, 2008, 2010, par là. Donc, il y a deux conceptions de l'action et de la cognition. Donc, je rappelle, il y a la conception qu'on peut qualifier d'intellectualiste et la conception de l'action située ou de la cognition distribuée. Alors, pour la première conception, la cognition précède et produit l'action. Effectuer une action, c'est principalement chercher à exécuter des décisions, exécuter des consignes, des intentions, suivre des instructions. Donc, selon cette conception, la cognition précède l'action, mais elle n'a pas lieu dans l'accomplissement de l'action elle-même. Alors que pour la deuxième conception, celle de l'action située et de la cognition distribuée, on réfléchit sur ce qui se passe dans le réel pour agir en situation, c'est-à-dire s'engager dans une action qui est considérée ou que l'acteur peut considérer comme satisfaisante pour lui ou qu'il va réfléchir pour qu'elle soit satisfaisante pour lui, ben l'acteur, il mobilise des éléments de son environnement, il puise les ressources, malgré les contraintes qu'il perçoit. Et donc, il va utiliser des éléments qu'il juge significatifs parce que ces éléments-là sont reliés à la fois à ses préoccupations, à ses schémas intériorisés, mais aussi à ses buts. Donc, pour la théorie de l'action située, l'action en situation ne résulte pas d'une application d'un plan antérieur à celle-ci, mais c'est en fait de l'utilisation des éléments de l'environnement qui sont considérés comme des ressources potentielles, qui sont des ressources potentielles mais pertinentes et que l'acteur va penser pouvoir mobiliser dans le contexte où d'autres éléments de l'environnement sont considérés non pas comme des ressources mais comme des contraintes. Et donc, du même coup, il y a ce jeu réflexif, ce jeu entre les contraintes et les ressources, mais qui sont des ressources pour lui, pas pour tous, pour l'un. Donc, ces éléments de l'environnement potentiellement ressources sont des affordances. Et là, on retrouve une théorie, c'est la théorie de Gibson, entre autres, mais elle a été formalisée ultérieurement par la suite. Donc, les affordances, qu'est-ce que c'est dans la théorie de l'action située? C'est de dire, au fond, il y a un ensemble d'éléments dans l'environnement. Alors, l'environnement, c'est l'environnement objectif. Mais l'environnement objectif, ce n'est pas celui sur lequel traite l'acteur, ce n'est pas celui sur lequel il va agir. L'acteur, lui, il a des préoccupations, il a un but, il a des valeurs, il a des schémas. Et donc, il va percevoir d'une façon sélective
des éléments de cet environnement objectif qui lui est extérieur, ce qui fait que ça va se traduire par deux types d'éléments. Il y a des éléments qu'il percevra en tant que contrainte, des éléments qu'il percevra en tant que ressources. Donc, ça sera son environnement pertinent pour lui dans l'action en situation. Ces éléments-là sont des affordances. C'est ça la cognition distribuée. Et donc, du même coup, ça aboutit à finalement une action tout à fait située, alors qui est à la fois singulière, contingente, propre à l'acteur, mais qui est aussi imprévisible, qui est aussi émergente, parce qu'effectivement, de l'extérieur, nous ne pouvons pas savoir, a priori, comment l'acteur perçoit les éléments pertinents dans son environnement. Qu'est-ce que c'est que pour lui? Bien sûr qu'on peut en avoir une idée si on l'interroge, mais a priori, ça n'est pas si simple que cela. Donc, ça permet d'avoir tout de suite une conséquence sur la question de la co-construction. Si on se situe dans la co-construction, dans la théorie de l'action située et de la cognition distribuée, eh bien, on ne peut pas prévoir le résultat du processus. Le processus aboutit à quelque chose qui est une émergence, c'est-à-dire quelque chose qui est imprévisible. Donc, la conception de l'environnement, donc, elle est précise dans cette théorie de l'action située. C'est pour la théorie de cette action, l'environnement n'est pas neutre pour l'acteur. Il a une influence sur son action qu'il réalise dans certains contextes, donc par rapport à des enjeux, etc. Donc ça, c'est important. Alors, à partir de cela, si j'utilise cette théorie, elle nous donne des repères sur des fondements possibles pour la théorisation de la facilitation de la co-construction. Cela veut dire que si l'environnement n'est pas neutre pour l'acteur, nous pouvons à ce moment-là se dire qu'on va avoir un postulat. Je peux ajouter un certain nombre de conditions qui définissent le contexte des séquences de co-construction et j'introduis ces éléments qui peuvent devenir des affordances nouvelles. Alors évidemment, je ne sais pas lesquelles, mais je peux essayer de construire des hypothèses pour voir quel type d'affordances nouvelles peuvent être créées et créées de façon à ce que ça puisse être des affordances partageables, c'est-à-dire plutôt communes pour les uns et pour les autres. Donc là, on ouvre, je pense, un champ de recherche ou d'expérimentation dans la question des affordances dans l'espace dialogique. Et donc, pour faciliter la co-construction, l'objectif du facilitateur serait de parvenir à définir les éléments du contexte de la séquence de réflexivité collective qui puissent être perçus comme des affordances par les acteurs, parties prenantes, afin de favoriser quoi? Favoriser les activités coopératives. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Alors, je fais un schéma, je propose un schéma qui, voilà, en gros, il va falloir réfléchir sur les artefacts cognitifs, c'est-à-dire des caractéristiques du dispositif ou de chaque séquence de réflexivité collective dans le dispositif général, qui sont à la fois des ressources ou des contraintes Donc ça, je peux essayer de voir en quoi ces affordances vont avoir des conséquences et faire des hypothèses. Donc là, il y a une espèce d'aller-retour sur la construction de ces hypothèses, sur les effets ou les influences probables. Alors, l'exemple d'après, l'exemple d'après des artefacts cognitifs et des effets vraisemblables ou probables, en tout cas, par exemple, un artefact cognitif proposé par un acteur reconnu comme légitime, n'importe qui ne peut pas le reconnaître, donc c'est le facilitateur. Ça pose cette question de la fonction facilitateur. Formulation d'une question, il y a une convention sociale qui semble dire, qui semble être acceptable et acceptée, c'est que quand on a une question, on donne des réponses en lien avec le contenu de la question. Si la question, évidemment, fait sens et si elle est comprise. Et si la question n'est pas trop générique, trop générale, si elle est trop ambiguë, il va y avoir une dispersion des réponses. Donc, du même coup, c'est comment formuler cette question pour qu'on ait des réponses qui puissent être suffisamment comparables tout en étant distincts pour qu'effectivement on puisse avoir un traitement possible. Par exemple, un deuxième type d'artefact, c'est des exercices de réflexivité en binôme. Alors, on travaille en binôme ou en trio ou en petit groupe, puis en grand groupe, etc. Cela veut dire que l'artefact, c'est d'imposer un temps particulier, d'un temps réduit. Donc, ça introduit une contrainte. Il s'agit d'engager, là, par exemple, sur le binôme, une activité conjointe à minima.
Donc, ça ne définira pas la possibilité d'avoir une coopération, mais c'est une contrainte suffisante. Et puis, en binôme, c'est peut-être plus facile qu'à 10 ou qu'à 15, etc. Alors, écrire une réponse sur un papier autocollant, imposer une durée limitée, ce sont des artefacts aussi, évidemment. Ça limite le nombre d'idées parce que ça va obliger nécessairement pour les acteurs à sélectionner des priorités de ce qu'ils veulent ou de ce qu'ils peuvent exprimer. Donc, ça sera évidemment plus facile à traiter. Donc, voilà des exemples d'artefacts. Donc, on peut évidemment les multiplier. Et la microséquence se définit d'une certaine manière, et elle est très compliquée, parce qu'elle doit multiplier un certain nombre d'artefacts au travers, effectivement, de la réflexion sur l'objectif qu'elle devrait atteindre partiellement. Donc, les effets possibles, eh bien, c'est qu'ils introduisent, des artefacts introduisent des modifications de leur environnement. Bon, ça, c'est à partir de la théorie de l'action située. Donc, ils vont modifier, ou ils peuvent modifier, soyons prudents, ils peuvent ainsi modifier le rapport que l'acteur entretient avec les activités propres à la co-construction. Et l'idée, c'est toujours de faciliter ces activités-là. Donc, elles peuvent être créatrices de comportements potentiels. Bien sûr que elles peuvent permettre, mais elles ne déterminent pas. C'est-à-dire que l'affordance, c'est quelque chose qui est un potentiel pour un acteur, mais ce n'est pas quelque chose qui l'oblige à avoir un comportement. D'où effectivement, là à nouveau, l'incertitude, malgré les dispositifs que l'on peut construire, l'incertitude sur ce qui émergera. Donc voilà des exemples de types d'artefacts. Je propose 3 types, par exemple. Il y a les outils d'enregistrement des informations sur les échanges, les synthèses, le tableau de papier, les photocopies, etc. Des règles qui fixent le cadre des activités réflexives, des échéances, des objectifs explicites univoques, des modalités d'activité et de réflexivité collective, groupe, sous-groupe, etc. Et puis, il y a les fameux objets transitionnels, les objets intermédiaires ou les écrits intermédiaires, les écrits martyrs, les microsynthèses martyrs, etc. Donc, on peut évidemment multiplier et on va travailler à partir de cela. Et ce sont ces éléments-là qui vont permettre sans doute de faciliter la question de la co-construction. Donc, si je résume, on pourrait dire qu'il y a 2 types d'affordances. Il y a les affordances artificielles. Le second point, c'est ceux que j'ai essayé de définir tout à l'heure, précédemment. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des affordances naturelles aléatoires pour chacun des acteurs. C'est-à-dire que les tours de parole, ce n'est pas un tour de parole avec l'un après l'autre, avec un ordre donné. Les tours de parole sont spontanés. Et donc, du même coup, ce sont évidemment des tours de parole qui sont liés aux propriétés que chacun des personnes peuvent avoir pour s'autoriser à prendre la parole. Donc, on voit que ça devient tout de suite très compliqué et le contenu des argumentations dans les interactions, il va changer, je ne sais pas a priori. Donc, il faut imaginer que quand on a une dizaine de personnes, on a déjà un nombre d'interactions très important. Quand on a plusieurs tours de parole, on arrive à des milliers et des milliers de possibilités et on ne peut pas prévoir a priori comment vont s'enchaîner et on ne peut pas imposer un enchaînement des prises de parole. Donc, on a effectivement des affordances naturelles sur lesquelles il restera une partie aléatoire, et alors que les affordances artificielles, celles que j'évoquais tout à l'heure, peuvent permettre de croire que l'on peut créer un dispositif ou créer un environnement qui soit facilitateur, malgré tout. Donc, qui réduisent un petit peu le pouvoir des affordances naturelles. Donc, maintenant, on passe la conclusion. Alors, la conclusion, bon, je passe ce point-là. La conclusion, c'est de dire, en gros, on a des considérations maintenant sur la co-construction. Processus complexe, aléatoire, contingent, oui, ça c'est clair. C'est un construit, l'aboutissement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être défini a priori. Cela veut dire qu'il y a une supposition que cette co-construction repose sur une incertitude sur ce qui va advenir au terme du processus. Donc la co-construction devrait être considérée comme étant toujours une émergence.
et elle suppose, si c'est une émergence, elle suppose le renoncement à la maîtrise, ce qui implique effectivement un changement de posture par les dirigeants, mais aussi un changement ou une définition d'une posture particulière pour le facilitateur. Alors, voilà une formule possible. La co-construction pourrait être pensée comme un processus finalisé, mais sans fin explicite défini a priori. Et pour clore le débat, non, je passe, et pour clore le débat, j'essaye de réfléchir sur les représentations possibles. Donc voilà, si on va sur Internet et qu'on demande co-construction, on a en général ce type d'image. Alors ce type d'image, c'est fallacieux parce qu'évidemment, on a l'impression que tout va s'emboîter. Autrement dit, il n'y a plus qu'à pousser les objets et puis ça va se faire. Ça, c'est le terme heureux d'un processus de co-construction. Alors qu'en fait, ce que j'ai essayé de définir, c'est évidemment toutes les difficultés qu'il y avait avant d'arriver là, éventuellement. Ce n'est même pas sûr. Donc voilà une première représentation qu'on peut qualifier d'illusoire. Une deuxième, c'est le même sens, elle est illusoire. Alors voilà ce qu'est plutôt certainement la co-construction. C'est la dernière image. C'est la dernière image. Voilà, c'est un plat de nouilles. Donc il y a une variété de points de vue différents. Oui, bon, et puis il y a un processus délibératif où on ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis peut-être qu'à un moment donné, le processus délibératif introduit un processus de convergence entre les points de vue. Et là, on a deux solutions, selon la durée, selon la démarche, selon le dispositif, selon les caractéristiques qui ont été introduites dans le dispositif. Soit la convergence n'aboutit pas, donc il reste des différences. Peut-être qu'il y a des rapprochements sur certains points de vue, mais il y a des différences importantes avec d'autres points de vue. Et puis, peut-être, là encore, selon le processus, selon la durée du processus, il y a émergence finalement d'un point de vue partagé, d'un point de vue plus commun. Voilà. Voilà un peu donc une représentation sur le processus. Merci. Merci beaucoup, M. Foudria. Très intéressant. Je suis sûre que notre auditoire a plusieurs questions ou demandes de clarification ou discussions à lancer. Alors, je privilégierais les mains levées électroniques, s'il vous plaît, c'est plus facile à suivre. Sinon, il y a quand même possibilité, si vous ne pouvez pas pour X, Y raison, prendre la parole. Laissez votre question dans le chat et je vais tenter d'alterner en fait là, entre mains levées et questions dans l'espace de discussion pour ceux qui le veulent. Alors, j'attends les petites mains levées. Oui, alors j'ai ici Monsieur Jacques Caillouette. Oui, alors merci beaucoup, Monsieur Foudria. Alors, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Je trouve qu'il y a aussi un côté pratique. Là. Moi, je suis prof à l'École de travail social à l'Université de Sherbrooke et ce côté-là, concret, pratique, en tout cas, me donne beaucoup d'idées pour l'intervention. Ma question, c'est sur, moi, je connais un peu la politologue Chantal Mouffe, là, et elle partait des pratiques articulatoires. C'est toute la question de l'identité. Les acteurs en rencontre ont des identités différentes, des systèmes de valeurs, des manières de voir le monde et des finalités peut-être aussi différentes. Alors, dans leur processus de rencontre, ils créent comme un acteur collectif, là, et ils sont partie prenante d'un retard de la construction d'un acteur collectif. Mais il y a comme une rétroaction, là. Il y a comme une transformation identitaire en croisant, en créant des articulations avec d'autres acteurs et créant une définition de l'action. Elle rejaillit un peu sur l'acteur. Alors, est-ce que les processus de co-construction sont transformateurs des parties prenantes de ce processus-là? C'est ma question. Il y a évidemment, pour moi déjà,
je me dirais par rapport à je répondrai sur 2 points. Sur la première remarque que vous faisiez, sur le côté pratique, effectivement. C'est-à-dire qu'il me semble que la théorisation, enfin, en tout cas c'est ce que j'ai essayé, la théorisation doit allier effectivement une réflexion sur des problèmes théoriques très généraux, mais aussi descendre à une échelle micro et pas simplement rester à une échelle macro. Et à l'échelle micro, on va trouver effectivement des problèmes concrets qui sont les problèmes de la pratique. Donc, ça n'est pas facile d'y répondre toujours, mais il me semble qu'il faut tendre vers cela. Et il me semble que, alors je ne sais plus quelle était la formule, mais Kurt Lewin disait qu'une bonne théorie est une théorie pratique, ou je ne sais plus, il disait quelque chose comme ça, il me semble. Alors, quand vous faites référence à Chantal Mouffe, vous faites référence finalement à des oppositions entre les groupes sociaux, il me semble. Alors que moi, j'ai essayé de baser ma réflexion sur la co-construction à partir des systèmes d'action concrets. C'est-à-dire que le problème tel que moi je le vois d'abord, c'est dans des systèmes qui sont relativement limités. Bien sûr, ça peut être au niveau de collectivités locales, etc. Mais l'ensemble des acteurs de ce système d'action sont confrontés à des situations de problèmes qui sont communes ou qui sont partagées, en tout cas qui ne sont peut-être pas définies de la même façon. Et c'est par rapport à ces définitions-là, ou c'est par rapport à ces systèmes problématiques, ou ces situations difficiles, ou ces préoccupations, qu'il peut y avoir une émergence commune. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas travailler sur les valeurs, je ne vais pas travailler sur des valeurs, mais je vais travailler plutôt sur des objets très concrets qui peuvent être définis de façon différente, mais qui vont être très différents. Oui, je vois, rien n'est plus pratique qu'une bonne théorie. Voilà, merci. Et donc, du même coup, je n'irai pas sur un niveau général, si vous voulez. Mais il n'empêche que, sans doute, que c'est contenu. C'est-à-dire qu'il me semble que là, on peut parvenir à quelque chose. Mais ça suppose certainement un dispositif beaucoup plus complexe. Parce que vous voyez que moi, quand j'appelle le dispositif, il est lié à un espace dialogique, c'est-à-dire que c'est un espace relativement limité. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'acteurs. Ça ne peut pas être 20, ça ne peut pas être 50, ça ne peut pas être 100, etc. Plus les dimensions du système d'action est importante, plus l'échelle est grande, plus le dispositif va être hybride, va être complexe. C'est-à-dire que je devrais multiplier les systèmes de délibération, les systèmes de délibération croisés, sans doute, etc. Ou bien je me limite finalement à un niveau d'acteur à ce moment-là. Mais en tout cas, ce à quoi vous avez raison, enfin en tout cas de me souligner, c'est de rappeler que dans cette question de la transformation des points de vue, cela touche automatiquement à la question de l'identité, parce que certains points de vue peuvent être tellement liés à l'expérience passée, tellement constitutive, que l'on peut avoir une sorte de blocage, c'est-à-dire une sorte de rigidité psychique ou une rigidité cognitive, en tout cas. Je ne peux pas me déplacer. Donc, qu'est-ce qui fait que je vais introduire un déplacement, une transformation? C'est sans doute au travers des délibérations, mais des délibérations modérées qui permettent effectivement d'avoir finalement d'émergence des conflits socio-cognitifs qui permettent d'avoir des doutes, etc. Mais si je rentre dans cette problématique-là, vous voyez que je rentre automatiquement dans un autre problème, c'est celui de la temporalité. Alors qu'effectivement, dans la plupart du temps, les cas qui sont proposés pour la co-construction sont dans des temporalités qui sont limitées, voire c'est assez difficile d'avoir des temporalités lentes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, j'ai associé. Oui, très bien. J'ai beaucoup apprécié que vous mettiez le cadre là-dedans et de définir les objets comme possible. Donc, ça ne peut pas être n'importe quoi. Alors, moi, je trouve ça très intéressant.
Merci, Jacques. Une question dans le chat de Sylvie Pelletier, puis je la trouve excessivement pertinente dans le contexte actuel pandémique, où en fait plusieurs, comme on le voit aujourd'hui, plusieurs des conférences, réunions et tout ça se réalisent en ligne. La question est, avez-vous des réflexions concernant le processus de co-construction réalisé en ligne? En ce moment, il est difficile de réunir des individus. J'ai une expérience. Je ne peux pas dire grand-chose de cela, mais j'ai une expérience et je ferai référence, alors je ne sais pas si mon collègue, alors je n'ose pas dire ami, mais en tout cas mon collègue, collègue sympathique avec lequel j'ai eu des relations, Dominique Bizot de l'UQAC, s'il est en ligne, en tout cas avec lui, nous avons, avec Maxime Delalloy de l'Institut de la co-construction, nous avons réalisé une co-construction pour définir, c'est un objet très précis, c'était définir ce que pouvait être un organisme généraliste pour les hommes. Donc, c'était dans l'optique de la santé et le bien-être des hommes au Québec, en tout cas autour du lac Saguenay. Donc, il y avait effectivement différentes associations, différents groupes qui se posaient la question, alors peut-être avec un objectif d'avoir des subventions du gouvernement fédéral, je ne sais pas, en tout cas, il fallait réfléchir sur est-ce que ces différentes associations pouvaient se regrouper derrière une appellation partagée, commune. Donc avoir une définition semblable, même s'ils ne sont pas forcément tous d'accord sur la définition, est-ce que c'était possible? Donc ça, c'était une recherche-action qui a été au départ évoquée quand on était nous-mêmes à Chicoutimi, donc il y a 2 ans, en novembre 2019, et nous avions rencontré donc Dominique Bizot, le responsable du département de travail social, et puis des acteurs, donc des associations. Et puis, il y a eu la pandémie, très vite. Donc, nous avons monté le projet de travail coopératif, nous l'avons monté en ligne. Et donc, nous avons eu à peu près une douzaine de sessions Zoom, de 3 heures chacune à peu près, réparties sur à peu près 1 an ou 10 mois peut-être, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et c'était des réunions qui alors, étaient très faibles parce qu'il y avait au départ, je crois, 8 acteurs. Donc, avec les Français, nous deux, Maxime et moi, ça faisait 10 personnes. Et on a procédé de la façon suivante, avec des envois de textes, c'est-à-dire qu'on demandait effectivement dans une première phase, c'est quelles sont les dimensions que les différents acteurs pouvaient retenir pour essayer de réfléchir sur la définition d'un modèle généraliste commun. À partir de là, sur chacune de ces dimensions, on a demandé qu'est-ce qu'ils voudraient y mettre, et puis on a débattu sur effectivement un certain nombre de phrases. Donc il y a eu une première synthèse qui est devenue un objet intermédiaire ou un objet transitionnel qui a été discuté. Alors c'était un objet totalement martyr, un écrit qui a été déconstruit, reconstruit, réécrit, etc. Et donc cela a permis effectivement d'aboutir à un moment donné à un texte suffisamment partageable pour qu'il puisse être accepté par les différents directeurs et les différents acteurs de ces associations. Donc, alors après, je ne sais pas si effectivement il y a eu un effet en termes de… Parce qu'il y a eu un colloque, une journée d'études réalisée par l'ensemble, la fédération de ces associations, et normalement, ça devait être présenté. En tout cas, oui, il y a eu une expérimentation, donc elle a été faite. Cela veut dire que c'est sans doute envisageable, c'est faisable, c'est un peu compliqué. Donc, il faut vraiment, pour moi, utiliser beaucoup les objets intermédiaires et que sont les textes intermédiaires, en tout cas. Merci. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question de Madame Pelletier. C'est sûr que c'est un nouveau contexte. Hein? C'est encore difficile de tirer des enseignements et je pense qu'on apprend peut-être aussi au fur et à mesure dans ce nouveau contexte-là. J'aurais une autre question. Oui, dans le chat. Bénédicte Monroe, j'espère que je prononce bien, s'il vous plaît. Oui, je me suis posé la question également. Expliquez la notion d'affordance. Merci. D'accord.
L'affordance, c'est une potentialité, un to afford, c'est ça vient de l'anglais to afford. Et l'affordance, c'est une potentialité. Alors, l'exemple classique que donnait celui qui a le premier théorisé, c'est Jérôme Gibson, dans les années 70, c'est de dire finalement, la chaise, pour un homme, a pour affordance, je peux m'asseoir. Mais par contre, pour un oiseau, la chaise n'a pas une affordance de s'asseoir, mais elle peut avoir comme affordance se reposer sur le dossier. Je peux me poser. Mais pour un éléphant, la chaise n'est pas une affordance. Donc, vous voyez, c'est l'idée que dans l'environnement, il y a des éléments qui sont des affordances, mais ce sont des affordances qui n'existent en tant que telles, comme potentialité, que parce que j'ai un but. Si je n'ai pas envie de m'asseoir, la chaise, ce n'est pas une affordance. Mais si j'ai envie de m'asseoir, c'est une affordance. Donc, il y avait là, à partir, Gibson lui disait que les affordances sont dans les objets. Les objets sont des affordances. Alors qu'en fait, les théorisations plus tardives, et ce qu'il faut considérer, c'est que finalement, nous n'identifions des éléments de l'environnement comme des affordances, comme étant des affordances, que parce qu'elles vont nous servir dans l'action qu'on est en train de faire. C'est ça, c'est une potentialité qui va être utilisée. Donc, du même coup, c'est la rencontre finalement d'un environnement qui est considéré comme à la fois des ressources, mais aussi comme des contraintes. Donc, c'est pour ça que je donnais tout à l'heure la référence de poser une question. Poser une question, si elle est trop générale, on répond n'importe quoi, on répond sur plusieurs registres. Mais si la question est relativement précise, il y a une convention sociale qui fait que du même coup, je ne peux pas, vis-à-vis des autres acteurs, dire n'importe quoi. Ou alors, je dénonce la question comme étant une question illégitime, et à ce moment-là, je dénonce le dispositif. Mais si je ne le dénonce pas, en général, les gens vont répondre dans la question. Donc, cela crée effectivement des affordances. On peut créer des affordances. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle l'enrichissement de l'environnement pour les acteurs. Donc, le dispositif, je peux l'enrichir en permanence en mettant des artefacts cognitifs, que j'appelle des artefacts cognitifs, et à partir de là, pour les acteurs, ces artefacts-là peuvent devenir des affordances. Parfait, merci. J'espère qu'on a répondu à la question de Bénédicte. En tout cas, pour ma part, c'est effectivement beaucoup plus clair. Oh, j'ai une main levée ici. Denis Buissière, nous vous écoutons. Oui, bonjour, merci. Je ne sais pas si on me voit. Oui. Merci pour votre présentation. Je voudrais revenir au tout début de votre présentation où vous avez parlé de conflictualité au départ. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que souvent les acteurs ou les expériences auxquelles vous faites référence, c'est des gens qui sont au départ en conflit et que le processus va les amener à pouvoir réaliser, à travailler ensemble sur une problématique particulière. Mais j'aimerais vous entendre sur la question à l'effet que souvent les acteurs aussi partagent quand même un certain nombre d'éléments communs, en particulier souvent des valeurs. C'est-à-dire qu'on peut être au sein d'une communauté, par exemple, où différents groupes communautaires, organismes à but non lucratif travaillent ensemble et souvent le fait qu'ils partagent entre eux un certain nombre de valeurs, l'amélioration de leur quartier, les services à des populations marginalisées, par exemple, n'est-ce pas là une espèce de début de travail commun? Et il me semble que ça m'apparaît important de souligner le fait dans les discussions qu'au départ, il y a quand même une structure commune, ça peut être quand même assez large. Et mon expérience à moi d'avoir travaillé dans différents processus de co-construction, entre autres lorsque des chercheurs et des acteurs travaillent ensemble, il me semble que souvent ils partagent entre eux un certain nombre de valeurs qui vont faciliter le processus de co-construction. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Alors,
pour revenir sur la question de la conflictualité, j'introduis ça parce que même s'il y a un partage de valeurs, le partage de valeurs, il est relativement général, relativement générique. Mais ce sur quoi les acteurs vont se confronter, c'est certainement sur une situation de problème relativement concrète. Quand vous parliez toujours tout à l'heure d'améliorer un quartier, par exemple, ou d'améliorer une situation dans une rue ou pour une maison, etc., il y a certainement différentes façons pour les uns et pour les autres de voir l'amélioration, de définir ce qui peut être amélioré. Est-ce que finalement on veut un service social? Est-ce qu'on veut une école à proximité? Est-ce qu'on veut l'électrification? Enfin, il y a certainement des points de vue différents sur ce point-là. Et c'est là que j'ai introduit l'idée de la conflictualité. Ça ne veut pas forcément dire pour moi qu'il y a nécessairement conflit violent, mais ça veut dire qu'il y a de la différence, il y a de la divergence, et qu'au fond, les acteurs, même s'ils partagent des valeurs, ils ne partagent pas le même point de vue sur l'action concrète à réaliser en situation. Et c'est autour de ça, c'est-à-dire à ce niveau-là, que le problème du travail sur la conflictualité doit se faire. Pour moi, c'est à ce niveau-là. Je ne sais pas si je... Oui, merci, ça répond. Oui, vous voyez, à mon avis, le débat, c'est le problème de l'échelle. Parce que au niveau de... Je peux partager les mêmes valeurs et sur un point très particulier qui est effectivement lié à la réflexion sur la situation problème, je peux ne pas avoir le même intérêt que l'autre acteur. Et donc, c'est autour d'un travail sur les intérêts. Quels sont les intérêts différents? Quels sont les intérêts qui peuvent être partageables? Et la conclusion du processus, c'est d'arriver à un intérêt commun, si je comprends bien, ou partagé. Voilà, c'est ça. C'est de faire en sorte que le point de vue partagé rassemble les acteurs en se disant que finalement, ce point de vue-là n'est pas incompatible avec les intérêts qu'ils poursuivent. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation de renoncer à l'intérêt maximal pour accepter finalement, malgré tout, d'atteindre une partie de ce qu'ils souhaitent. Merci. Merci. Une question dans le chat par, j'étais rendue, oui, Honoré Wanchi. La connaissance des champs sociaux est-elle un préalable à la co-construction dans une organisation? Je suis obligé de poser une question sur la question. Qu'est-ce que vous voulez dire par connaissance des champs sociaux? Oups. Je ne sais pas si M. Wanchi est encore parmi nous, peut prendre la parole. Oui, allez-y, oui, nous vous écoutons. Oui. M. Wanchi, qu'est-ce que vous vouliez dire par connaissance des champs sociaux? Il faut activer votre micro. Oui, comme ça va? Oui. OK, merci. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette présentation qui est très enrichissante. Alors, pour moi, c'était un peu tel que défini les champs sociaux par Bourdieu. Et n'est-ce pas, est-ce qu'il est bon dans un premier temps de pouvoir connaître les centres d'intérêt, les valeurs, là où les personnes ont du pouvoir dans telle ou telle situation, soit économique, politique ou financière, avant de pouvoir entrer dans un processus où c'est un préalable à la co-construction dans une organisation. Et du coup, ça me permet de revenir un peu sur ce que Denis Bussière lui disait. Est-ce que si je n'ai pas un avis favorable ou je ne suis pas d'intérêt, je n'ai pas un avis avec un participant, est-ce que je peux de facto lui dire de ne pas participer avec moi dans une action donnée en termes d'intérêt? Bon, voilà un peu la nuance que je voulais faire ressortir. Alors, le jeu de votre dernier énoncé, est-ce que c'est le jeu d'un acteur qui s'engage avec cet autre acteur, ou bien est-ce que c'est le jeu qui signifie le facilitateur? Non, qui s'engage avec l'acteur.
l'idée, c'est quand même que malgré les différences de point de vue, malgré les différents intérêts, on puisse partager. Sinon, on reste dans l'entre-soi. Donc, c'est tout, pour moi, ça, c'est le premier problème de la définition de quelles sont les parties prenantes. Je ne peux pas définir les parties prenantes comme étant celles qui, entre elles, n'auraient pas de conflit d'intérêts, pas de conflit de valeurs, etc. En fait, les parties prenantes sont, pour moi, celles qui sont liées à une préoccupation commune sur laquelle il peut y avoir des divergences en termes de solutions, en termes de pistes, de propositions ou même en termes d'analyse. Donc, la connaissance des champs sociaux, bon, je ne sais pas, je vais associer sur ça, je vais associer sur ma propre pratique et sur effectivement les évolutions. C'est-à-dire que au départ, puisque j'étais intervenant dans les organisations et à partir essentiellement d'un croisement d'une théorie, celle de Bourdieu, certes, mais aussi celle de l'analyse stratégique et systémique, donc de Crozier, puis de Saint-Saulieu, etc. Eh bien, en fait, cette pratique aboutissait à, bon, je fais comme on a appris le faire finalement, une enquête sociologique, je fais un rapport et puis je trouve un dispositif de restitution. Et d'ailleurs, Crozier ou Friedberg étaient tout à fait clairs là-dessus. Ils disaient, en fait, on fait le pari de la connaissance. Donc, du même coup, on va doter les acteurs d'une connaissance sur une approche système ou systémique, donc de la complexité des jeux qu'ils mènent. On va leur faire découvrir les cercles vicieux ou les boucles systémiques dans lesquelles ils sont enfermés. Et à partir de là, ça va ouvrir les yeux et ils vont changer de place. Mais en fait, cette approche qui effectivement était le maintien de la posture du sociologue dans la discipline académique, où on ne transgresse pas les consignes de la discipline, eh bien, elle va renforcer, pour la plupart du temps, elle va renforcer les acteurs de la centralité. C'est-à-dire que du même coup, elle va plus servir à ceux qui sont dirigeants ou aux acteurs légitimes qu'aux autres. Donc, on peut effectivement avoir par cette pratique-là un renforcement des rapports de domination. Donc, l'idée c'était, mais finalement, au lieu de faire soi-même l'enquête, il vaut mieux la faire faire par les autres, même si effectivement ils ne trouvent pas la même chose, c'est d'essayer de faire en sorte que les acteurs puissent arriver à s'entendre sur la façon de comprendre leur situation. Donc, ils peuvent être aidés, évidemment, bien sûr, mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc là, ça veut dire qu'on cesse d'être le sociologue qui fait l'enquête pour devenir finalement sociologue facilitateur. C'est-à-dire qu'il y a un changement de posture et, à mon avis, il y a un changement dans la façon d'être par rapport aux autres. Donc, du même coup, la connaissance préalable n'est plus nécessaire. C'est-à-dire que le facilitateur devient l'interface, devient celui qui enrichit, devient celui qui traduit, qui médiatise, etc. Donc, on est tous dans la fonction, effectivement. Qu'est-ce que c'est, par exemple, que les objets intermédiaires qui permettent la continuité d'un travail de réflexivité collective? Qu'est-ce que c'est que ces objets intermédiaires? Comment sont-ils construits? Par qui sont-ils rapportés? Est-ce que c'est évidemment, est-ce que ça n'est pas là le rôle précisément du facilitateur? Mais ce ne sont pas les acteurs. Donc, si effectivement le facilitateur a pris trop connaissance, le risque, c'est qu'effectivement, il ait tendance à ne pas retenir certains points de vue. Alors, tous les points de vue doivent se valoir dans le processus de co-construction. OK, merci. Merci beaucoup. Une autre question dans le chat, cette fois de Madame Mélanie Lagacé, qui commence par vous remercier pour le webinaire riche et stimulant. La question est: je vois poindre à travers vos propos une remise en question de notre perception de la performance dans nos organisations, surtout dans un contexte où les appels à l'innovation et à la transformation sont nombreux. Avez-vous développé une réflexion sur ce point? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Là, je vais improviser, alors peut-être. Mais en fait, oui, il y a évidemment les appels à l'innovation, mais les appels à... Enfin, alors là, je ne sais pas, moi, je ne peux parler que par rapport au contexte français. Et dans le contexte français, si je prends l'exemple du travail social, de l'action sociale,
il y a beaucoup d'injonctions avec des réglementations, avec des consignes, avec des protocoles, avec des référentiels dits de bonnes pratiques qui sont imposés par l'État. C'est-à-dire que l'État, depuis longtemps, a un rapport très particulier au monde des associations du secteur social et médico-social et les injoncte de plus en plus. Ce qui veut dire que la marge de manœuvre est très restreinte. Autrement dit, la question de la co-construction dans beaucoup de ces établissements ou dans beaucoup de ces organisations-là est très difficile parce que les dirigeants de ces associations ou les dirigeants de ces établissements vont dire « mais nous n'avons pas le temps, l'État nous oblige à, pour des raisons économiques, pour des raisons de respect des consignes, etc. Donc on n'a pas le temps. » Mais ça voudrait dire, enfin, certainement au-delà de la réflexion de la question qui était posée, mais ce que moi, ça m'incite, c'est à penser qu'aujourd'hui, en France, il devrait y avoir une sorte de réflexion sur une transition managériale qui viserait à modifier, à transformer les rapports que l'État ou certains ministères de l'État peuvent entretenir avec les associations du secteur social et médico-social. Et cette transition managériale, elle pourrait être, évidemment, c'est à l'encontre de l'esprit jacobin de la France, c'est-à-dire que ça serait obligé, finalement, à des niveaux, à des échelles territoriales particulières, sans doute des régions ou des départements, enfin, peut-être des villes, je ne sais pas, mais ça serait effectivement de voir comment des dispositifs pourraient être co-construits et permettre finalement aux acteurs de ces établissements de mettre en place des innovations, mais qui sont acceptables et faisables pour eux. Parce que c'est un peu comme l'hôpital. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est en déshérence, qui est catastrophé. Et ce n'est pas seulement les acteurs dirigeants, c'est tous les acteurs. Dans le secteur médico-social, il y a une crise des recrutements, comme à l'hôpital. Il y a des gens qui s'en vont, il y a de la maltraitance, il y a des gens qui se suicident. Enfin, il y a quand même une crise très, très forte. Ça ne veut pas dire que les processus différents n'introduiraient pas de difficultés ou même de souffrances, mais en tout cas, on peut penser qu'elle les réduirait considérablement. Mais cette transition managériale n'est pas simple à inventer. J'espère que l'Institut de la co-construction pourra devenir ultérieurement un acteur clé, ou un acteur en tout cas qui aille dans ce sens-là, donc avec l'élaboration de projets qui pourra peut-être rencontrer finalement l'aval déjà d'acteurs associatifs, mais peut-être l'aval d'un secrétaire d'État, enfin je ne sais pas, pour l'instant c'est encore très flou tout ça, mais je pense que ça pose ce problème-là, En tout cas, moi je le prends comme ça, donc parce que la question de la performance, oui, elle impacte considérablement la façon de diriger, quoi. Oui, je pense que c'est intéressant. Puis, un petit problème de micro. Puis je pense que ça doit apporter des éléments de réflexion. Puis avant d'aller avec les autres questions dans le chat, j'ai moi-même une question qui est un peu corollaire à celle-là, si vous le permettez. C'est pas pour prendre la place des autres personnes qui assistent, mais je me suis interrogée depuis longtemps, en fait, sur justement cette popularité-là du terme de co-construction, puis vos deux images des petites pièces là, de casse-tête à la fin m'ont fait réfléchir beaucoup là-dessus. Puis, pourquoi, en fait, le terme co-construction, celui-là, plus qu'un autre à l'heure actuelle, est si populaire, particulièrement justement là, auprès des gestionnaires des établissements publics, mais pas seulement, en fait, on retrouve ça aussi beaucoup dans le communautaire, on retrouve ça aussi beaucoup dans le discours environnementaliste, de transition socio-écologique et tout ça. Alors, c'est vraiment un terme qu'on retrouve de plus en plus partout. Puis, c'est quoi qu'est-ce qui, on pourrait dire, intéresse autant les personnes dans ce terme-là? Est-ce que c'est pas un peu, en fait, une promesse, puis je reviens encore à vos images de tout à l'heure, que finalement, on puisse enfin trouver un consensus de faire taire toutes pas les voix nécessairement, mais les contradictions, puis dans le fond, c'est mal comprendre la co-construction.
Si on pense que finalement, en s'engageant dans un processus de co-construction, tout le monde va être content, puis après ça, plus de discussion, ça va être réglé. Je ne sais pas si... Oui, c'est pour ça que je n'utilise pas le mot de consensus. C'est-à-dire que dans ma définition initiale, dans les premières diapos, c'était de dire les différents acteurs trouvent un accord sur un point de vue qu'ils estiment, sur des points de vue qu'ils estiment non incompatibles entre eux. L'idée de la non-incompatibilité est plus faible que l'idée de consensus, beaucoup plus faible. Et c'est pour ça qu'elle peut réunir. Mais en même temps, dans cette idée, effectivement, il reste quand même la part de conflictualité, mais ça n'est pas la conflictualité excluante, ce n'est pas le rapport de force qui est celui défendu par Chantal Mouffe, par exemple. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est une autre vision. Alors, évidemment, moi, je pars toujours du principe que ce que j'ai essayé de faire, c'est à un niveau, c'est à une échelle particulière. C'est sur les organisations, c'est sur les systèmes d'action territoriaux, mais relativement à une certaine échelle. Mais on voit que de plus en plus, et je suis poussé aussi par finalement d'autres acteurs à aller plus loin, et eux veulent aller plus loin au niveau évidemment plus sociétal, pour essayer de voir si en quoi ce modèle-là pourrait être. Mais c'est aussi toutes les réformes de l'État. Donc l'État aussi utilise cela, bien sûr. On a des discours sur l'open government, sur effectivement la co-construction des politiques publiques, sur plein de choses, etc. Mais oui. En tout cas, oui, la transition mondiale. Effectivement, oui. Je retourne dans les questions du chat. On a une question, oui, au niveau de que pensez-vous de l'échelle de participation de Arnstein comme élément d'analyse de la théorie de la co-construction? Je m'y suis référé dans la co-construction en acte. Je m'y suis référé. Mais enfin, je ne sais pas, je dirais que pour moi, c'est une échelle descriptive qui me permet effectivement de voir l'état peut-être des débats ou des délibérations à un moment donné dans l'espace dialogique, mais je ne l'utiliserai pas autrement. Pour moi, c'est peut-être un indicateur d'un type de débat qui me montrerait effectivement qu'on est loin. Peut-être que là, ça voudrait dire que c'est un ensemble de critères qui permettraient de réfléchir sur la définition de la temporalité ou la définition pour renégocier une temporalité. La question de la temporalité, c'est un des gros problèmes. Il y a deux problèmes. Il y a la temporalité et les dirigeants. Et ils vont de pair. Les dirigeants au sens, est-ce qu'ils acceptent eux-mêmes d'être partie prenante et de débattre? Ça veut dire qu'il ne faut pas les exclure, ça veut dire que ce n'est pas de l'autogestion, la co-construction, c'est pas ça. Ça veut dire que les acteurs dirigeants, s'ils sont partie prenante avec des dispositifs à construire, évidemment, ils doivent défendre leurs enjeux, ils doivent défendre les contraintes qu'ils ont, et ils doivent les faire entendre. Donc, du même coup, le processus, c'est à la fois qu'eux comprennent les contraintes des autres, mais qu'ils puissent aussi se livrer à cet exercice. Les contraintes des autres doivent être en prise avec leurs propres contraintes. Et donc, du coup, tout se négocie finalement au travers d'un exercice de créativité cognitive qui est très complexe. C'est pour ça que de l'extérieur, personne ne peut trouver de solution. C'est très difficile. Il n'y a que les acteurs qui peuvent trouver une solution. Parce que sinon, elle n'est pas acceptable. Ou en tout cas, elle n'est pas acceptable pour un certain nombre d'entre eux. Finalement, c'est ça le problème. Merci. Il y a une main levée. Oui, une main levée. Isabelle Eck, nous vous écoutons. Merci. Alors, nous, on a travaillé beaucoup de processus de co-construction dans les quartiers de Montréal avec des populations très défavorisées. Et vous mettez dans votre présentation beaucoup l'accent sur l'importance de centrer les processus de co-construction autour de
de questions qui mobilisent l'intérêt de tous. Et pour nous, c'est la même chose, mais on voit que dans les processus pour aboutir à un vrai changement ou un vrai objet concret, il y a beaucoup d'étapes. Et souvent, en particulier, les personnes en situation de pauvreté ont de nombreuses contraintes et vont être intéressées à participer à une certaine étape. En fait, pour nous, les processus de co-construction sont toujours extrêmement partiels, mais on les appelle quand même des processus de co-construction parce que la voix des personnes en situation de pauvreté influence fortement l'orientation en fait, des projets construits. Mais souvent, cette participation se limite à certaines étapes de développement de projets. Donc, je voulais voir comment vous vous situez par rapport à ça. Vous avez un peu moins abordé cette dimension-là. Oui. Donc, j'aimerais vous entendre. Je l'ai moins abordé parce que je l'ai moins travaillé, je l'ai moins expérimenté aussi. Donc, je m'interdirais d'aller trop loin. Mais j'associe par rapport à ce que vous dites aux travaux que vous devez connaître, c'est ceux de Julien Talpin sur le Community Organizing, qui a travaillé à Los Angeles, qui a travaillé aussi en France à l'Almagar, le quartier de l'Almagar de Roubaix. Et lui, effectivement, il montre ce processus, mais il le montre sur effectivement des échelles de temps qui sont assez longues, aussi très très longues, avec évidemment des possibilités que des acteurs finalement deviennent tellement, ils s'enrichissent tellement dans l'empowerment que finalement ils s'en vont, ils quittent le processus, alors quand même ils sont là même de travailler. Et donc c'est ce qui s'est passé à l'Alma, dans les quartiers populaires qui étaient en réhabilitation. Enfin, c'était des quartiers très importants pour Roubaix. Et à un moment donné, au bout de quelques années, les acteurs moteurs du processus de co-construction ont disparu. Mais il y avait aussi des oppositions, des élus, etc. Donc, c'était très complexe. C'était très complexe. Mais bon, excusez-moi de ne pas répondre à votre question. Merci. Une question dans le chat. Oui, Jonathan Abitbol, merci pour le webinaire. J'aimerais connaître votre point de vue sur deux éléments. Le premier, comment identifier les parties prenantes à impliquer ou comment s'assurer de ne pas en oublier? Comment s'assurer? Et de ne pas en oublier, de ne pas oublier de parties prenantes. Et le deuxième point, comment inclure les parties prenantes dans les processus de co-construction sans les sursolliciter? Ça, je sais que c'est un enjeu que nous avons beaucoup, je ne sais pas pour ce qui est en France, mais ici au Québec, une sursollicitation de l'ensemble des acteurs sociaux qui commence à être difficile. Alors, voilà. La première question, pour moi, elle est simple. C'est que je ne sais pas a priori quel est l'ensemble pertinent des parties prenantes. Donc, on peut commencer par un ensemble de celles des parties prenantes qui semble plus évident et ne pas l'arrêter, ne pas le figer. C'est-à-dire qu'au fil des délibérations, les acteurs eux-mêmes, en parlant des contraintes ou en parlant de la façon dont ils perçoivent les situations de problème, vont identifier à quoi ces problèmes sont rattachés. Ils sont rattachés à d'autres problèmes qui sont liés à d'autres acteurs. Ce qui... Alors, monsieur Vaillancourt, au revoir, monsieur. Parce que monsieur Vaillancourt, c'est le préfacier du livre de vocabulaire de la co-construction. Donc, on a échangé par courriel. Oui, et donc, du même coup, c'est de dire, à un moment donné, on peut réouvrir la définition. C'est ce que Canon, dans la sociologie de la traduction, évoque. Alors, je ne me souviens plus exactement de la formule, mais c'est la généralisation par l'enrôlement de nouveaux acteurs. Donc, la difficulté va être effectivement comment enrôler et comment complexifier le processus pour inclure effectivement ces nouveaux acteurs parce qu'ils sont nécessaires. C'est tout le problème, par exemple, sur les systèmes d'action. Est-ce qu'effectivement, ce sont des systèmes fermés? Est-ce que je pense système fermé ou je pense système ouvert? Aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne peut plus raisonner en termes de système fermé. Mais donc, si je pense système ouvert, jusqu'où je vais dans effectivement mon identification des personnes, des acteurs qui sont à impliquer.
Quels sont-ils? Quel est le type d'éloignement? Quel est le degré de lien qu'ils peuvent avoir avec la situation préoccupante initiale sur laquelle on va monter le dispositif? Donc, pour moi, il n'y a pas à se poser trop de questions, mais il y a à être vigilant sur effectivement la nature du travail qui est fait et sur la découverte que la complexité que suppose l'analyse du problème amène finalement à réfléchir avec d'autres acteurs. Donc ça, c'est la réponse au premier point. Et la seconde, oui, la seconde est plus difficile parce que la seconde, elle renvoie à l'exclusion. Elle renvoie à l'exclusion. C'est-à-dire que, rappelez-vous, une des premières questions que je posais en termes de problèmes praxéologiques, c'était comment inclure des acteurs pour réaliser une variété suffisante de points de vue différents. Voilà. Donc, évidemment, il faut que j'inclue ceux qui ne sont pas forcément disponibles, mais n'empêche que le débat se fait dans les espaces dialogiques et suppose des délibérations qui sont assez longues. Si l'on prend par exemple l'expérience française de l'année dernière, c'était l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat. Bon, expérience assez innovante pour la France, mais qui est un débat classique qui a été utilisé beaucoup de fois dans les pays anglo-saxons. La Convention citoyenne, c'était de mobiliser, c'était toujours les 150 personnes, les mêmes personnes, 2 jours par mois pendant 8 mois. Mais 2 jours par mois, quand on travaille, n'est peut-être pas si simple que cela. Et donc, du même coup, quand les personnes ont été sollicitées par tirage au sort, un certain nombre ont répondu « non, je ne peux pas ». Donc, on a choisi d'autres personnes. Ce qui fait que je n'ai pas étudié la représentativité ni le travail d'identification des personnes, des citoyens qui participaient au grand débat, à la Convention citoyenne. Mais ce que l'on peut se dire, c'est que le fait d'exclure des gens qui sont très préoccupés par le poids de leur travail fait que, sans doute, la représentativité peut introduire un biais. Ce qui veut dire que la question qui était posée sur effectivement le poids des sollicitations et les difficultés qui sont liées à cela, c'est une question très importante. Donc après, c'est la question du dosage. Quel est le dosage minimal? Alors je vois bien, par exemple, dans les interventions que je peux faire dans les systèmes d'action, que sont les organisations, comment dirais-je, je travaille à ce moment-là avec des équipes de cadres et on se contente de 2 heures, 2 heures et demie toutes les 4 semaines à peu près. C'est pas là, on trouve. C'est-à-dire qu'il faut trouver la formule, la solution pour ne pas lasser, pour faire que ça soit compatible avec les exigences et les contraintes du travail. Donc, ça se négocie. C'est une construction. On va dire que c'est une co-construction du dispositif et donc une co-construction des temporalités. Parfait. Bien, merci beaucoup. Écoute, à ce moment-là, je pense que nous avons fait le tour des questions. Je pense que nous avez donné beaucoup de matière à réflexion aussi. Alors, je pense qu'il est peut-être temps pour chacun de nous d'aller mijoter tout ça de notre côté. Je voudrais vous remercier encore une fois sincèrement de votre conférence, de vos informations très, très intéressantes. Je remercie aussi les participants pour votre participation. Merci beaucoup à tous et toutes encore une fois et une bonne fin de journée, peu importe où ce que vous soyez dans le monde. Au revoir. Merci en tout cas à vous et merci à toutes les questions et j'espère avoir apporté des éléments pour qu'on puisse réfléchir. C'est en tout cas le souhait, en tout cas, c'est la vision des choses. Certainement, merci.